Chapitre 1. La forteresse mentale. Nos difficultés viennent toujours de ce que nous croyons être seuls à les résoudre. Si notre puissance ou notre défaillance intellectuelle ne s'en mêle pas, si nos capacités plus ou moins grandes ne s'exercent pas, notre tâche, croyons-nous, est vouée à l'échec. Telle est la foi de l'homme mental. Ces résultats, nous les connaissons bien. Mais même s'ils étaient parfaits dans leur ordre, ils auraient encore un suprême vice, c'est de n'apporter que ce qui est contenu dans notre intelligence ou dans nos propres muscles, sauf quand la vie, d'aventure, déjoue nos plans. Autrement dit, notre existence mentale est un système en fermeture. Rien ne peut entrer que ce que nous y mettons. C'est la pierre angulaire de la grande forteresse. Sa deuxième caractéristique, inévitable, est son système rigoureusement mécanique. Tout est le déroulement en vase clos de la pensée, du plan ou dudit muscle que nous avons mis en œuvre, puisque rien ne peut entrer là que nous n'ayons concocté. Et tout est mesurable jusqu'à la moindre dîne, centidine ou millidine que nous avons dépensée. Bon poids, bonne mesure, ou maigre, mais c'est déjà prévu dans le coefficient d'intelligence mis en jeu. C'est-à-dire que le système est parfaitement, étanchement boulonné jusque dans le moindre recoin. Il n'y a pas une faille, sauf, encore une fois, quand l'existence vient plus ou moins gracieusement bouleverser nos impeccables mesures. Et sa troisième caractéristique inévitable, découlant des deux autres, est sa parfaite objectivité. Rien n'échappe, ou ce qui échappe sera bientôt calculé, mis en équation, et programmé pour être remis en circuit dans la machine et venir gonfler à son tour la grande baudruche en expansion. Et naturellement, tout est objectif, puisque tout le monde porte les mêmes lunettes. Même nos instruments se conforment scrupuleusement aux résultats que nous voulons leur faire obtenir. C'est-à-dire que le système est parfaitement, rigoureusement conditionné. Nous avons tracé un cercle mental, tel le sorcier. Nous nous sommes mis dedans, et puis voilà. Mais il pourrait bien se révéler que c'est une formidable illusion. En fait, l'illusion est en train d'éclater malgré nous. Ce que nous prenons pour un affreux désarroi est un grand arroi de puissances nouvelles qui viennent insuffler de l'air frais dans nos poumons de terriens mentalisés. Puissance nouvelle. Voilà un mot qui a déjà son odeur mystique et qui ferait protester vivement le matérialiste. Mais avouons-le, avant que les circonstances ne nous le fassent avouer le nez dans la poussière, nos matérialistes d'aujourd'hui sont aussi périmés que les religieux d'hier. Ils sont en fermeture, boulonnés, conditionnés, dépassés. L'un et l'autre sont le produit du cercle mental, l'envers et l'avers de la même pièce qui est en train de s'avérer fausse. Il ne s'agit pas de Dieu ou de non-Dieu, mais d'autre chose. Il s'agit de franchir le cercle et de voir comment on respire de l'autre côté. Et on y respire fort bien, ma foi, comme si l'on n'avait jamais respiré avant. On dirait même que c'est la première fois au monde que l'on respire. Ainsi, ce n'est pas par nos propres forces que nous opérerons le passage. Et si telle était la condition, nul ne le pourrait, sauf les athlètes spirituels. Or, lesdits athlètes, méditant, concentrant et ascétisant, n'en sortent pas, en vérité, bien qu'ils en aient l'apparence. Ils enflent leur propre ego spirituel, une forme d'ego pire que l'autre, et plus sournoise parce qu'elle s'habille d'un grain de vérité. Et leurs illuminations sont simplement la décharge lumineuse de leurs propres nuages accumulés. La mathématique est simple. On ne sort pas du cercle par la force du cercle, pas plus que le lotus ne sort de la boue par la force de la boue. Il faut un grain de soleil là-dedans. Et parce qu'ils avaient seulement touché le sommet raréfié de la bulle mentale, les ascètes et les saints et les fondateurs de religions à travers les âges ont produit une église ou une autre qui ressemblait étrangement au système en fermeture dont ils étaient partis, c'est-à-dire un dogme, une table de la loi, une règle,
un unique prophète né en l'an de grâce 0, autour duquel pivotait la belle histoire, éternellement fixée en l'an 0, comme les électrons autour du noyau, les étoiles autour de la grande ours, et l'homme sur son nombril. Ou bien, s'ils en sortaient, c'était en esprit seulement, laissant la terre et les corps à leurs habituelles pourritures. Nous voulons bien que le nouveau pivot fût plus lumineux que l'autre, plus sage, plus digne, plus vertueux, et qu'il ait aidé les hommes. Mais il n'a rien changé au cercle mental, nous le voyons bien, depuis des millénaires. Parce que sa lumière était seulement l'autre visage d'une même ombre, le blanc du noir, le bien du mal, la vertu d'une affreuse misère qui nous étreint tous au détour de nos caves. Cette implacable dualité qui assaille toute la vie de l'homme mental, une vie qui est seulement la vie de la mort, est évidemment insoluble au niveau même de la dualité. Autant prendre sa main droite pour se battre contre sa main gauche. C'est ce qu'a fait, sans grand succès, le mental humain, à tous les niveaux de son existence, opposant son ciel à l'enfer, sa matière à l'esprit, son individualisme au collectivisme ou à n'importe lequel des autres ismes qui prolifèrent dans cette sphère malencontreuse. Mais on n'en sort pas par le décret d'aucun isme poussé à sa perfection. Privé de son ciel, notre terre est une pauvre mécanique tournoyante. Privé de sa matière, notre ciel est une pâle nébuleuse où flottent les tranquilles méduses de l'esprit désincarné. Et privé de l'individu, nos sociétés sont une horrible termitière. Privé même de ses péchés, l'individu perd un pôle de tension qui l'aidait à grandir. La vérité est qu'aucune idée, si grande soit-elle, n'a le pouvoir de défaire l'artifice, et pour la bonne raison que l'artifice a sa valeur et son temps. Mais il a son temps aussi, comme la graine ailée qui court sur les landes, jusqu'au jour où elle trouve sa terre propice, et elle éclate. Et en effet, nous n'en sortirons pas par une idée, mais par un fait organique. La nature nous enseigne toujours qu'elle a ses excellentes raisons. Nous avons cru être supérieurs à elle parce que nous la mentalisions, la classifions, et utilisions quelques-uns de ses secrets, mais ce faisant, nous obéissions encore à sa loi. Et s'il est vrai qu'elle a su faire jaillir du pâle protoplasme les tentacules chatoyantes de l'actinie afin de pouvoir mieux enserrer sa proie, et différencier les millions d'espèces pour nous offrir le tableau multicolore de cette bonne terre, il faut croire qu'elle avait ses bonnes raisons aussi pour différencier ces actinies humaines, chacune enserrant la proie qu'elle pouvait dans le réseau polychrome de ses milliers de pensées, de sentiments et de pulsions. Si ce cercle mental, ce troublant polype, s'est refermé sur notre espèce, ce n'est certainement pas tel un piège inutile par-dessus lequel nous aurions pu sauter si nous avions été plus malins. Et pourquoi l'avoir fait, au premier chef, si c'était seulement pour en sortir? Si un berger visionnaire du temps des Upanishads avait pu directement sauter au surhomme, nous ne voyons pas pourquoi, évolutivement, toutes ces peines et ce sang. Rien n'est inutile au monde, nous en sommes encore à chercher la douleur qui n'a pas sa secrète puissance d'élargissement. Mais son utilité n'est pas du tout celle que s'imagine le mental dans l'orgueil de sa connaissance et de ses découvertes, car le mental confond toujours l'instrument avec le maître. Nous avons cru que cet outil mental était, à la fois, la fin et le moyen, et que cette fin-là était une maîtrise toujours plus grande, plus triomphante, plus rigoureuse de ce terrain mental, qu'il a peuplé de cités merveilleuses et de banlieues moins merveilleuses. Mais c'est là une fin secondaire, une excroissance tumultueuse, et il se révèle que l'effet fondamental du mental dans l'homme n'a pas été de le rendre plus intelligent. Intelligent par rapport à quoi? La souris dans son trou a aussi la parfaite intelligence de son propre terrain, mais de l'individualiser au sein de sa propre espèce, et de lui donner le pouvoir de varier, tandis que les autres espèces étaient seulement individualisées dans leur type général et invariable, et finalement de le rendre capable de jeter un regard sur ce qui dépasse son propre état.
Avec cette individualisation et ce pouvoir de variation ont commencé les erreurs de l'homme, ses péchés, ses dualités affligeantes. Mais son pouvoir d'erreur est aussi son secret pouvoir de progrès. Et c'est pourquoi toutes nos morales justicières et nos impeccables ciels ont échoué et échoueront à jamais. Si nous étions sans faute et irréprochables, nous serions une espèce stagnante et infaillible comme les mollusques et les ragondins. Autrement dit, le mental est un instrument d'évolution accélérée. C'est un évoluteur. En 50 ans de science, l'homme a plus progressé que dans ses millénaires pré-scientifiques. Mais progressé dans quel sens? Non pas, certes, dans le sens de la fallacieuse maîtrise, ni du mieux vivre, ni du mieux être, mais dans le sens de la saturation mentale de l'espèce. On ne peut pas quitter un cercle sans avoir fait le plein du cercle, individuellement et collectivement. On ne peut pas passer seul de l'autre côté. Tout le monde passe, ou peut passer, ou personne ne passe. C'est l'espèce tout entière qui marche, parce qu'il n'y a qu'un corps d'homme. Au lieu d'une poignée d'initiés dispersés dans une masse humaine inculte et semi-animale, c'est l'espèce tout entière qui est en train d'opérer son initiation, ou en langage évolutif, sa suprême variation. Nous n'avons pas traversé le cercle mental pour avoir la gloire d'envoyer des fusées sur la Lune, mais pour être individuellement, innombrablement et volontairement capables d'opérer le passage au cercle supérieur. La rupture du cercle est le grand fait organique de tous nos temps. Et toutes les dualités, les pôles contraires, les péchés des vertus et les vertus des péchés, et tout cet éclatant chaos étaient les instruments du travail, des tenseurs, pourrions-nous dire, qui nous arquaient de toutes nos forces contre la muraille de fer, qui est une muraille d'illusion. Mais l'illusion tombe seulement quand on veut la voir. Nous en sommes là. L'illusion n'est pas morte. Elle s'acharne même avec une violence sans précédent, équipée de toutes les armes que nous avons obligeamment fourbies pour elle. Mais ce sont les derniers soubresauts d'un colosse aux pieds d'argile, qui est un gnome en vérité, un énorme gnome casqué et mandibulé. Les anciens sages de l'Inde le savaient bien, qui avaient divisé l'évolution humaine en 4 cercles concentriques. Celui des hommes de connaissance, les brahmanes, qui régnaient au commencement des temps humains en l'âge de vérité, puis celui des nobles et guerriers, les kshatriyas, où il ne restait plus que les 3/4 de la vérité, puis celui des marchands et bourgeois, les vaishyas, qui ne possédaient plus qu'une moitié de la vérité, et enfin le nôtre, l'âge des petits hommes, les shudras, les serviteurs, de la mécanique, de l'ego, du désir, le grand prolétariat des libertés enrégimentées, l'âge noir, Kali Yuga, où il ne reste plus de vérité du tout. Mais parce que ce cercle-là est le plus extrême, parce que toutes les vérités ont été essayées, épuisées, et tous les chemins possibles parcourus, nous touchons à la bonne solution, à la vraie solution, à l'émergence d'un nouvel âge de vérité, l'âge supramental dont parlait Sri Aurobindo, comme l'akène qui rompt sa dernière enveloppe pour livrer son fruit d'or. Et si la correspondance est exacte entre le grand corps collectif et notre corps humain, nous pourrions dire que le centre qui gouvernait l'âge des sages se situait au niveau du front, tandis que celui de l'âge des nobles se situait au niveau du cœur, celui de l'âge des marchands au ventre, et celui qui gouverne notre âge au niveau de la matière et du sexe. La descente est complète. Mais cette descente-là a un sens, et un sens pour la matière. Si nous étions toujours restés au niveau frontal des vérités divines du mental, jamais cette terre, jamais ce corps n'aurait été transformé, et la solution aurait probablement été une fuite en quelque ciel de l'esprit ou quelque nirvana. Maintenant, il faut que tout soit transformé, même la matière et les corps, puisque nous sommes en plein dedans. Et par une ironie du sort,
C'est peut-être le plus grand service que cet âge noir, scientifique et matérialiste nous ait rendu. Il a contraint l'esprit à s'enfoncer tant dans cette matière qu'il ne restait plus qu'à se perdre en elle, ou à se transformer avec elle. Le noir absolu est seulement l'ombre d'un plus grand soleil qui creuse ses abîmes pour faire jaillir une beauté stable, sise sur le fondement purifié de notre subconscient terrestre et droite en la vérité jusque dans les cellules de nos corps. Ô race née de la terre, que le destin emporte et que la force contraint, ô futiles aventuriers dans un monde infini, prisonniers d'une humanité de nains, tournerez-vous sans fin dans la ronde monotone du mental, autour d'un petit moi et de médiocres riens? Un voyant, un créateur hardi est en vous, une grandeur immaculée plane sur vos jours, des pouvoirs tout-puissants sont enfermés dans les cellules de la nature. Cette impossible tâche, pour nous, n'est pas impossible pour la grande exécutrice qui a conduit le jeu évolutif jusqu'à ce point crucial. C'est elle qui peut. Il s'agit de saisir ses ressorts secrets, ou plutôt de nous laisser saisir par elle, et de collaborer à notre propre évolution en ayant la compréhension intime du grand processus. Ce n'est par aucune des vertus athlético-spirituelles du vieux système en fermeture que nous y parviendrons, mais par une sorte de saut radical, les yeux grands ouverts et en pleine conscience, par un don de soi très simple au Dieu de l'avenir, une résolution clé qui poursuit jusque dans les moindres recoins la formidable illusion, une suprême ouverture à la suprême possibilité, qui nous prendra dans ses bras et nous emportera sur sa route solaire avant même que nous soyons satisfaits d'avoir fait le quart d'un pas vers elle. Car en vérité, il est des moments où l'esprit se meut parmi les hommes. Il en est d'autres où il se retire et les abandonne à leurs actes, selon la force ou la faiblesse de leur propre égoïsme. Les uns sont des périodes où même un léger effort suffit à produire de grands résultats et à changer la destinée. En vérité, nous sommes à ce moment-là.